D'abord, merci d'être venu à cette conférence hybride. Certains savent que ces conférences hybrides ont lieu dans le cadre des chaires internationales du LABEX ARH2H de l'Université Paris 8 et de l'ENSAD et d'autres établissements, bien entendu. Alors, cette année, c'est la 3e année, en fait, de nos conférences hybrides, avec des invités prestigieux, des artistes, des professeurs qui travaillent sur les thématiques du LABEX, art, médiation, à l'ère du numérique, hein, on va dire ça très vite. Et cette année, il y a un très beau programme qui commence aujourd'hui avec Christa Sommerer et Laurent Mignonneau, qui sont des artistes de la vie artificielle. Chouine fera une présentation plus longue. La deuxième conférence hybride, c'est Atao Tanaka, un artiste, un musicien. Donc, non seulement on a les arts visuels, mais on a aussi les arts de la musique. Il y aura également Isadora Olivet. Donc ça, c'est une jeune femme qui est chercheure en neurosciences et qui croise ses compétences avec l'esthétique. Elle a travaillé sur neurosciences et cinéma, et là, elle va travailler pour nous dans le LABEX sur neurosciences et danse. Et ça va terminer par la 4e conférence hybride avec Thomas Ostermayer, le théâtre, pas présenté, bien évidemment. Voilà, donc c'est un beau début pour cette année et nous sommes très heureux de vous accueillir comme chaire internationale, comme conférence hybride et avec les propositions que vous avez fait aussi d'ateliers, de construction de petits robots insectes, de vie artificielle, artistique. Voilà, et je pense que Chouine va faire une présentation un petit peu plus longue de vos travaux. Alors, d'abord, nous voudrions remercier l'ENSAD de nous accueillir dans ce logo. Hein. Et aussi, nous voudrions remercier le LABEX, grâce à lui, on a pu inviter Laurent Mignonneau et Christa Sommerer. Alors, cet artiste, finalement, ils se sont rencontrés en 1992 à l'Institut de nouveaux médias de Francfort, à l'époque dirigé par Peter Weber, hein, où Laurent Mignonneau et Christa Sommerer, ils ont développé leurs premières œuvres intitulées Plantes croissantes interdites. Quand je traduis en français. Alors, puis, ils ont passé un nom au NCSA, hein, Centre national pour les applications sur les superordinateurs, hein, à l'Université de l'Illinois aux États-Unis. Alors, ils ont vécu après 10 ans au Japon, d'abord en tant que chercheur à ATR, c'est laboratoire de recherche en télécommunications avancées, pour une durée de 7 ans à Kyoto. Et puis ensuite, pendant encore 3 ans, en tant que professeur au IAMAS, c'est Académie internationale pour médias, arts et sciences, à Gifu au Japon. Ils sont entrés en Autriche, où ils ont fondé la formation de master interface culture, hein, il y a 10 ans. Donc, pas suite. Alors, Christa Sommerer et Laurent Mignonneau, hein, cet artiste, chercheur et professeur, ils ont vraiment un parcours extraordinaire. Et depuis plus de 20 ans, travaillé dans le domaine de l'art numérique interactif. Hein. On peut vraiment considérer, c'est vraiment des pionniers dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on a vraiment eu la chance de vous inviter et de nous faire partager votre précieuse expérience. Et puis, moi, comme le temps était assez court, alors maintenant, je vais donner la parole à notre invité.
Bonsoir à tous. Alors à mon tour de vous remercier aussi, Marie-Hélène Tramu et puis Chuyin Chen pour donner l'occasion de vous présenter notre travail dans le cadre du LabEx et puis de cette conférence hybride. Donc le titre de notre présentation ce soir, ce sera l'art interactif revisité entre interaction et participation. Donc nous sommes tous les deux, Christa et moi, professeurs à Linz, à l'Université d'art et de design. Et nous avons découpé cette présentation en deux parties. Une partie plus théorique sur le contexte de l'art interactif, d'où nous sommes issus, et dans une seconde partie, des œuvres qui ont été sélectionnées. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on a fait depuis, oui, maintenant plus de 20 ans. Oui. Donc je vais passer la parole à Christa qui va commencer à vous décrire. Oui, bonsoir. Merci aussi à professeur Marie-Hélène Tramus et aussi au professeur Chuyin Chen pour nous inviter. Aussi, merci à ENSAT d'avoir cette occasion de parler de notre travaux. En fait, je voudrais juste donner un petit discours sur art interactif, sur l'art de la participation, qui a officiellement commencé en 1990. Festival de Ars Electronica à Linz, quand ce festival a introduit le prix Ars Electronica comme une nouvelle catégorie de ce métier. Mais en fait, on peut dire que l'art de la participation, c'est beaucoup plus vieil. Et ça commence déjà dans les années 50 ou 60. Mais aussi, il y a des traces dans l'art kinétique ou l'art réactif dans les années 50. Et bien sûr aussi dans l'art et technologie, par exemple les HIT groupes, je vais vous montrer quelques exemples dans les années 60. Et aussi des pionniers de art numérique. Et ici, on a beaucoup d'exemples de l'art numérique, Marie-Hélène Tramus et aussi Michel Brett et aussi Edmond Couchot, aussi bien sûr Frank Popper et toute cette histoire qui est très très importante pour le développement de l'art numérique et aussi de l'art interactif. Il y a aussi beaucoup de traces dans l'art cybernétique, en fait, et je montre juste tout petit peu exemple. Mais on peut dire aussi que aussi le expanded cinéma, je crois on appelle ça le cinéma expandu ou expansé, je ne sais pas exactement le vrai nom en français, qui a aussi influencé l'art interactif. Mais en même temps, on peut dire que cette idée d'inclure l'audience, c'est beaucoup plus vieille. Déjà, Philippe Tommaso Marinetti, dans les années 1913, a écrit dans son théâtre des variétés qu'en fait, l'audience doit être plus inclue, plus physiquement inclue dans l'œuvre d'art. Bien sûr, plutôt dans le théâtre, mais il a déjà écrit que c'est nécessaire de penser ça aussi pour les autres métiers d'art. C'est aussi Walter Benjamin en 1934 qui a écrit un livre sur The Author as Producer, l'auteur comme une sorte de producteur, qui a dit que en fait c'est intéressant d'inclure l'audience dans le processus de la production. Et bien sûr, Roland Barthes, ici en France, a écrit dans son livre La mort de l'auteur déjà que cette idée d'inclure l'audience plus activement dans la complétisation, dans la finalisation de l'œuvre sera une idée intéressante. Dans notre métier, c'est aussi souvent Umberto Eco qui est décrit comme quelqu'un qui a introduit cette idée de open artwork, l'œuvre qui est plus ouverte et qui laisse quelques arrangements de l'œuvre au public et même aléatoires. Il y a beaucoup d'influences sur l'art interactif, aussi de dadaïsme, de Gutai, happenings, fluxums, art conceptuel, et aussi quelques exemples comme Ligia Clark, par exemple, de la mouvement Tropicalia de Brésil. Ici, j'ai juste mis un exemple de l'art participatoire. C'est Alison Knowles, qui est un exemplaire de Fluxus.
Elle a fait par exemple cette idée, c'est en fait juste une instruction qui dit « make a salad », faites une salade. Et elle a fait ça dans les années 62 déjà, mais récemment elle a refait cette performance à la galerie de ICA à Londres, où tout le monde était demandé de participer, de faire une salade gigantesque ensemble. C'est en fait un exemplaire de l'art participatoire. Il y a plus de livres maintenant aussi sur ce sujet. Par exemple, Claire Bishop a écrit un livre assez intéressant sur l'art de la participation. Et aussi, bien sûr, ici en France, Nicolas Boréau est très bien connu pour cette idée de relational aesthetics, les relations esthétiques, où il décrit aussi cette connexion avec le citoyennisme de Guy Debord, aussi la sculpture sociale de Joseph Beuys, et aussi les connexions avec les happenings et les fluxus. Et il donne des exemplaires des artistes plus contemporains qui utilisent cette idée de la participation, mais pas vraiment avec le numérique, avec l'aspect numérique, plutôt l'art social. Je voudrais juste donner quelques idées de Experiments in Art and Technology. C'est un groupe assez intéressant de Robert Rauschenberg et Billy Kluver. Billy Kluver, c'est un ingénieur, et Robert Rauschenberg, bien sûr, c'est un artiste bien connu. Et ils ont fait un groupe d'ingénieurs et aussi des artistes qui ont développé des interfaces complètement nouveaux, complètement progressifs pour ce temps, pour faire aussi des performances, comme on voit ici. C'est par exemple une performance assez intéressante de Robert Rauschenberg qui date déjà des années 66, le Open Score, où il a utilisé une raquette de tennis et il a mis des transmetteurs de FM dedans. Et quand Frank Stella et Mimi Canare ont joué le tennis, on voit ici, la lumière s'est petit à petit étendue et éteinte, merci. Éteinte, et aussi le son dans l'espace a changé à cause de les jeux de tennis. Et c'était vraiment assez progressif pour son temps. C'est une sorte, on peut dire, une des premières œuvres d'art interactif, parce qu'ils ont déjà utilisé la technologie aussi. Dans le métier de cybernetic theories ou cybernetic art, bien sûr, Norbert Wiener est bien connu pour cette étude pour le contrôle et communication entre animal et machine. Et ça a inspiré aussi beaucoup des artistes, comme par exemple Yasha Reinhardt a fait cette exposition à Londres il y a longtemps, qui s'appelait Cybernetic Serendipity, où elle a mis des artistes comme par exemple Edward Ignatowicz, qui a déjà fait une sorte de fleur robotique qui a réagi au public. Et cette fleur s'est orientée au public et il a capté le son de la public. C'est aussi une œuvre d'art assez interactive, on peut dire. Même les artistes qui ont utilisé les caméras, les vidéorecorders, les moniteurs, ils ont expérimenté avec cette technologie. Par exemple, ici, on voit Steiner et Woody Vasulka, des artistes très bien connus, qui sont vraiment aussi utilisé cette idée de closed circuit installation et aussi expérimenté plus d'aspects interactifs. Bien sûr, Nam Chompek est très bien connu avec son Participation TV, où les spectateurs ou les visiteurs peuvent chanter ou faire du bruit dans un microphone et contrôler l'image sur l'écran. Je trouve aussi que l'Expanded Cinema de Jean Youngblood, le cinéma étendu, a aussi quelques aspects interactifs. J'ai mis ici un exemple de notre professeur Peter Weibel, qui a déjà fait dans les années 68 une performance assez intéressante. C'était en fait une conférence qu'il a donnée. Et en même temps, la conférence a lui filmé. Il était filmé et projeté sur lui-même. Et l'audience pouvait interagir avec lui, pas faire du bruit. Et ça, encore, ça a changé les images qui sont projetées sur lui-même. Ici, on voit aussi des aspects interactifs, en fait.
Je n'ai pas vraiment le temps de donner un cours sur art interactif et tous les aspects. C'est dommage parce que, bien sûr, je voudrais bien aussi montrer, par exemple, les Electra expositions qui est montrée ici à Paris. Et en fait, c'est Paris qui est très important pour ce développement aussi, surtout avec Paris 8. Mais on a dit que c'est le prix Ars Electronica qui a officiellement lancé cette catégorie de l'art. Et c'est Roger Malina qui a écrit, en fait, c'est le statut des observateurs, le statut de l'audience qui a changé avec cette idée d'utiliser les composants électroniques et cette idée de feedback et d'interagir avec le public. Et juste en dernière deux images, Richard Kluczynski de Pologne a écrit pas mal sur ce sujet des art médias interactifs, avec aussi plusieurs traces sur ce développement. Et récemment aussi, Katja Kwastek, elle est allemande, a écrit un livre sur l'esthétique de l'interaction dans l'art digital, qui est assez intéressant. Maintenant, je passe à Laurent, et j'espère que vous m'avez compris. Merci, Christa. Oui, donc je reprends un petit peu le début de l'histoire. Donc en 1992, on se rencontre, Christa et moi, et Christa a étudié la botanique avant d'étudier la sculpture moderne dans l'Académie d'art de Vienne, en Autriche. Et j'avais étudié par moi-même donc la programmation, l'électronique depuis que je suis enfant, et puis j'ai fait les beaux-arts d'Angoulême. Donc on se rencontre dans cet institut que Peter Weibel avait créé à Francfort. Et ensemble, nous avons créé notre première œuvre, donc c'est Interactive Plant Growing, qui rassemble 5 plantes, des vraies plantes, des plantes vivantes, qui sont montrées au public sur des podiums. Et il y a un écran devant donc, qui montre des plantes de synthèse, des plantes qui poussent quand on interagit avec les vraies plantes. Donc la plante ici est une sorte d'antenne. Elle prend en fait les tensions qui sont générées par les personnes autour d'elle, et cette information donne une sorte d'information sur la présence de la personne, mais aussi la distance entre la main par exemple et les feuilles. Et puis, dans le temps aussi, l'interaction qu'on a avec la plante. Donc, chaque personne a un petit peu une façon d'interagir différente avec les plantes. Et ces petites variations permettent en fait de faire pousser des plantes sur l'écran de manière différente. Donc, déjà, l'image ne se reproduit pas de la même façon. Ce ne sont pas les mêmes plantes qui poussent. La façon de pousser est influencée. Donc, on a beaucoup de paramètres en même temps. Et donc, l'image est unique à chaque fois. Je vous montre un petit film. La seule chose qu'il y avait à faire, en fait, c'était de pouvoir effacer toutes ces plantes, puisqu'elles poussent les unes sur les autres. Donc, nous avons introduit un cactus qui, lui, détruit les plantes sur l'écran et ne fait pas pousser autre chose. Donc là, on me voit interagir avec la plante. Donc, il suffit de caresser les plantes. En fait, il ne faut pas les maltraiter. On peut même juste s'approcher. Ça suffit aussi déjà. Les informations sont prises comme ça, et ensuite, chaque plante pousse d'une manière particulière. On a attaché à peu près 5 plantes différentes par plante qui étaient montrées. Il y a une fougère, du lierre, de la mousse et un arbuste. Donc plusieurs façons de pousser pour les plantes. Il y en a qui envahissent le sol, il y en a qui envahissent les autres plantes, d'autres sont plus dirigées vers le haut. Donc l'image est composée un petit peu à la manière d'un jardin un peu fouillis, sans vraiment d'ordre particulier. Mais les personnes peuvent décider de toucher une plante, si on est tout seul dans l'installation, ou les 5 personnes peuvent toucher en même temps les plantes. Donc là, ça pousse un peu de cette manière, c'est-à-dire que ce sont une sorte de trajectoires en fait, hein, qui font des traces en 3 dimensions et qui permettent de fabriquer des images qui ressemblent à des plantes en fait. Les plantes qui poussent ne poussent pas comme des plantes, des vraies plantes. C'est une représentation artistique. Mais tu as créé ce système comme un système L-système? Oui, le développement des plantes, bon, je l'ai fabriqué, j'ai fabriqué les algorithmes pour ça, et donc ça marche sur des divisions et aussi sur la progression en fait de segments qui sont en 3 dimensions, qui sont éclairés.
Et donc l'ensemble, quand c'est composé, ressemble à des plantes, mais en fait, ce ne sont pas des objets. C'est simplement une trace dans l'espace de l'ordinateur. On a continué donc à expérimenter un petit peu plus en 1995. L'idée nous est venue de pourquoi pas traverser l'écran plutôt que d'être devant un écran. Laissons faire pousser les plantes là où on se trouve plutôt que de passer par des plantes naturelles. Donc j'ai créé une interface qui permet non seulement de capturer la position des gens, la position des mains et puis aussi la hauteur, etc. Donc plusieurs paramètres, mais aussi de faire pousser dans l'écran des plantes et de les traverser. C'est-à-dire que là, on n'est pas juste devant ou derrière, on est dans les plantes. Là, on voit un petit peu ici, je me retrouve derrière la plante, Christa est devant, donc dépendant de notre position dans l'espace, on va se retrouver dans le décor, si on peut dire. Donc ici, on a fait cette installation pour un musée à Tokyo. Nous étions fraîchement arrivés au Japon. Et cette installation était toute nouvelle à l'époque. Donc là aussi, on voit rentrer... Oh, mais ça, c'est pas grave. Pas besoin, je peux commenter par-dessus. Donc là, on voit, je bouge dans l'espace de l'écran et des herbes poussent à ce moment-là. Voilà, on voit à peu près que je traverse en fait les plantes qui existent. Voilà. Si je me stabilise, une plante plus importante va pousser. Donc là, il y a un arbuste qui pousse. Donc plus j'attends, plus ça pousse. En fait. Ça repart du même principe en fait, que les Interactive Plane Growing. Voilà. Et donc là, je me déplace et je passe devant. Donc on remplit l'espace. Et une fois qu'on a quitté l'espace, tout disparaît. En fait. Il n'y a plus de traces de son interaction. Donc quelqu'un d'autre peut faire autre chose. Tu as aussi créé cette interface pour faire l'intégration. C'est assez compliqué de faire. Alors oui, à l'époque, les ordinateurs n'étaient pas puissants du tout. Hein. On ne pouvait pas du tout rentrer une image de caméra dans des ordinateurs, donc il a fallu ruser un petit peu. Donc j'ai pris l'image des ordinateurs. J'avais pris 2 ordinateurs à l'époque et j'ai imité la façon dont l'ordinateur peut indiquer une profondeur, en fait. Donc j'ai un rendu d'un côté de l'image que l'on voit ici, et de l'autre côté, j'ai un rendu qui est d'une autre image, mais qui représente la profondeur en noir et blanc. Et ces 2 images, je les fusionne, et je fais une comparaison avec l'image que j'ai de la caméra, et donc j'ai 3 images à intégrer. Et donc c'est pour ça qu'on voit Christa traverser tous ces éléments sans aucun délai, en fait, puisque c'est de la vidéo directe. Au jardin, c'est encore une autre expérimentation avec les plantes. Cette fois-ci, c'était en 2004. Shiseido, qui est une compagnie de cosmétiques japonaise, nous a demandé de reprendre l'idée des plantes et de fabriquer une autre œuvre pour leur galerie qui venait juste de s'ouvrir. Et donc, nous avons proposé donc, de mettre plus de plantes. Il y a 8 plantes dans cette installation. Et aussi, le point de vue a changé. C'est-à-dire que là, on est sur pas une vision... on est une vision par-dessus, en fait. C'est comme si on regardait à travers de l'eau. Et l'écran est beaucoup plus grand, il fait 12 mètres de long, et il est incurvé. Et en même temps, donc c'était pour donner un petit peu un côté immersif. Et les plantes sont suspendues. Ce sont des plantes, là on voit un papyrus, ce sont des plantes qui dépendent beaucoup de l'eau, donc elles poussent dans des endroits humides. Et donc la représentation des plantes virtuelles est aussi dans l'eau. On va le voir un petit peu dans le film qui suit. Donc il y a une sorte de goutte qui tombe sur l'écran. Et la progression des plantes, cette fois-ci, j'ai réussi à résoudre le problème qui était récurrent d'effacer les plantes. Ici, la progression est continue, c'est-à-dire que plus on rajoute de plantes, plus les anciennes plantes disparaissent. Elles deviennent de plus en plus blanches, et ce qui fait qu'en fait, on peut rajouter toujours des informations nouvelles sur l'écran, ce qui fait que la pièce est continue. Alors, on n'a pas besoin d'effacer quoi que ce soit cette fois-ci. Il y a aussi cette inspiration de Monet. Voilà, donc le grand écran vient bien sûr de Monet pour essayer de rendre un petit peu cette idée d'immersion. Et puis en même temps, toutes les plantes ici laissent une trace sur l'écran cette fois-ci.
Encore une autre expérimentation, mais cette fois-ci à l'extérieur, puisque toutes les installations que nous avons faites étaient pour l'intérieur. Cette fois-ci, on nous a demandé si on pouvait faire quelque chose pour un petit bâtiment qui se trouvait sur une place à Braunschweig, oui, en Allemagne. Et l'architecte et nous avons décidé avec l'architecte de la façon dont ce serait montré. Donc ce sont des moniteurs et il y a une interface devant, enfin une sorte de petit capteur qui marche à la lumière du jour aussi et qui permet de détecter donc la présence des personnes, mais aussi leur distance par rapport à l'écran et aussi leur déplacement. C'est-à-dire que s'ils passent d'un moniteur à l'autre, je peux le savoir. Et donc de pouvoir faire une progression d'une sorte de jardin qui continue tout le long du bâtiment. Il y a 16 moniteurs. Il y en a même plus. Et puis, ici, on voit quelqu'un passer. Ça laisse une trace sur l'écran. Donc, dès qu'on s'approche, ça pousse. Si on ne s'approche pas, l'image reste telle qu'elle est. C'est aussi une visualisation de la fréquence d'interaction, en fait. À cause des plantes, on peut voir combien de gens ont interagi avec cette installation. Voilà, donc le principe est le même, les anciennes plantes disparaissent progressivement et les nouvelles plantes se poussent par-dessus. Alors aussi, nous avons exploré ce domaine de la vie artificielle. Nous avons commencé en 1994. En fait, nous avons rencontré des personnalités de cette époque, des scientifiques, qui travaillaient sur ce domaine. Et nous avons été inspirés puisque le problème des algorithmes, c'est évidemment il faut malgré tout les fabriquer. Et le problème, c'est que quand on fabrique quelque chose, ça finit par devenir toujours la même chose. Donc l'idée, c'était de faire évoluer en fait l'œuvre d'art de façon à ce qu'elle nous surprenne aussi par le contenu, et pas seulement juste répéter quelque chose. Donc là, l'idée, c'était de repartir de l'image en 3 dimensions. Nous l'avons mis dans un bassin qui est rempli d'eau. Donc on voit ici les enfants jouer avec. C'est une projection par-dessous. L'interface pour créer donc, ce qui va être à l'intérieur de cette piscine est assez simple. C'est 2 dessins, en fait. Un de profil, qui est ici, oui, donc ça, et puis une vue de face. Donc en faisant une interpolation des deux vues, on obtient en fait un objet. Donc ça peut être juste quelque chose d'assez simple, comme une sorte de ballon, mais ça peut être beaucoup plus complexe, ça dépend de ce qu'on dessine. Donc cette forme, ça s'appelle une surface de révolution, a permis donc de faire des créatures en 3 dimensions assez rapidement. Donc on fait 2 dessins et on l'envoie. Et tout de suite, la représentation de cette créature se retrouve dans le bassin. Si on voit les gens en train de masquer certaines d'entre elles, c'est parce qu'il y a une caméra qui est au-dessus en fait, du bassin. Je crois que j'ai peut-être une petite vue de ce que c'est. Donc on a une caméra au-dessus qui regarde en fait, la position des mains dans le bassin. Donc je peux détecter s'il y a la présence d'une créature sous la main. En faisant ça, on cache en fait cette créature des autres créatures et donc elle n'est pas mangée par les autres créatures, ou alors on peut arrêter un prédateur éventuel. Parce que c'est en fait un système assez darwinistique où la plus rapide créature peut survivre plus et faire plus de bébés avec les autres créatures. Donc la forme que l'on dessine va décider de sa rapidité, et donc la rapidité de cette créature par rapport aux autres va décider si c'est une proie ou un prédateur. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'était en fait aussi montré ici dans la Villette. Oui, c'était la Villette, oui. Et l'idée, c'est aussi de ne pas donner trop d'instructions aux visiteurs, mais vraiment laisser expérimenter les gens et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce système. Act with them afterwards in the pool. The creatures themselves have their own lives. They evolve, they can mate, they can kill each other, and they're sort of artificial life creatures which are open to outside influence, but still have their own life and their own rules and their own laws inside, and interact between
each other as well. So the basic concept of Evolve was to create an artificial life environment which is open to an outside influence, which is open to the interaction with people, and has also this entertaining effect on the visitors. Each creature gets created by the visitors. The visitors create the forms on the touchscreen. They create a two-dimensional form, which is a shape and a profile, and this two-dimensional drawing gets automatically transferred in a three-dimensional creature. And this three-dimensional creature now swims in the water of the pool. And you can interact with it by touching it, by putting your hand in the water and trying to bring two forms together. And you can sort of push them together or influence their behavior by stopping one of them. So if you touch one of the creatures in the middle, it will freeze, it will stop to move. Whereas when you touch it more behind, it will sort of push the form forward. And like this, you can influence whether one gets killed or not by protecting it. So let's... C'est très sombre. Donc, nous avons continué cette idée d'évolution dans une autre pièce qui a été en fait commandée par Jean-Louis Boissy en 1994, qui a été montrée à Artifice à Saint-Denis. Et cette installation propose donc aux visiteurs de prendre une simple lampe torche ordinaire et d'explorer un petit peu ce qui se passe à l'écran. Donc, au départ, on ne voit que des sortes de feuillage, des choses un petit peu abstraites. Et dès qu'on allume la lampe, une sorte d'insectes surgissent et essayent de suivre le spot lumineux de la lampe sur l'écran. Donc il suffit en fait de diriger la lampe torche sur l'écran et voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, ici, on voit ici la lampe torche, c'est une lampe torche ordinaire, le spot lumineux et puis des insectes qui ont été générés un peu au hasard, c'est-à-dire ils ont un corps qui a un certain poids, une certaine grosseur, et puis des ailes aussi qui ont des dimensions différentes. Et avec un peu de physique, j'ai essayé de faire une sorte de fly simulator, donc de simulation de vol pour les insectes. Et quand ils battent des ailes, ils s'envolent en fait, plus ou moins rapidement ou pas du tout si les ailes sont trop petites par rapport au corps. Donc au départ, il y a cette génération aléatoire d'insectes. Et quand ils s'en vont vers le spot lumineux, en fait, ils s'entrechoquent. Okay. Ils s'entrechoquent et en s'entrechoquant, ils peuvent se reproduire. Donc là, il y a une deuxième génération d'insectes qui peut naître. Et en se débrouillant pas trop mal, on arrive en fait à faire que la population de papillons soit plus importante. Mais si on insiste trop avec la lampe sur les insectes, ils brûlent. Donc il y a les deux côtés. Il faut maintenir une sorte de balance entre les deux interactions. Avec Picoscan, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus abstrait, parce que avant on avait des sortes de poissons qui n'en étaient pas non plus, mais qui ressemblaient plus à ça. Donc ici, ce sont un peu comme une sorte de virus, des cellules. Nous avons fabriqué un scanner, et dans ce scanner, il y a en fait une caméra couleur, il y a plusieurs capteurs de présence et puis de distance. Il y a aussi un capteur qui permet de détecter la position de ce scanner dans l'espace, en 3 dimensions. Là, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ah, il n'y a pas de fil. Si. Voilà, ça vient. Donc, plusieurs personnes, jusqu'à 5 personnes peuvent interagir en même temps. Et en prenant la caméra, donc on se voit par rapport à ça, la caméra, on voit son image, mais dès qu'on la met contre les vêtements, on commence à voir en fait les éléments s'assembler. Et puis, on peut en fait les nourrir. Je ne sais pas si on va voir ici. Avec un bouton. Oui, j'attendais juste la séquence pour qu'elle vienne. Okay. Je ne peux pas avancer. Donc aussi, on voit l'intérieur de la caméra.
Je voulais juste voir la séquence suivante. Et l'idée, c'était aussi, parce que tout le monde a des vêtements un peu différents et aussi un corps différent, de prendre cette idée d'individu et transmettre ça aux organismes artificiels. Ah, je vois que tu as pas le bon film, mais c'est pas grave. Ok, prochaine fois. Nous avons exploré d'autres façons d'interagir. Celle-ci est invisible puisque c'est les battements du cœur qui sont transmises dans deux coloquintes qui étaient fraîches à l'époque. Nous l'avons construite en 2001. Donc nous avons équipé ces coloquintes, nous les avons vidées et puis équipées avec des capteurs, avec un petit microprocesseur à l'intérieur et un module Bluetooth pour la transmission sans fil et une batterie. Il y a à l'intérieur donc un capteur qui permet, lorsqu'on met le doigt sur la coloquinte, de prendre les impulsions du cœur de la personne et de les transmettre dans l'autre coloquinte, mais sous forme de vibration. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on tient un cœur. Ce n'est pas une vibration, ce n'est pas comme un téléphone portable. Hein, c'est vraiment quelque chose qui bouge au rythme du cœur de la personne qui le transmet. Et en retour, on a la même transmission de l'autre côté. Donc, ce n'est pas sonore, il faut vraiment tenir la coloquinte dans sa main pour le sentir. Ici, on a deux personnes qui peuvent interagir ensemble. On a construit ici différentes interfaces. On peut voir peut-être sur la vidéo. Voilà. Donc, ça se présentait comme ça. C'est un peu une sorte de Frankenstein. Ça a été un petit peu coupé comme ça avec, et recollé. Donc, on prend la coloquinte dans la main. On met le doigt sur le capteur. Et on a rajouté aussi, puisque ça parlait en fait de deux signes vitaux qui sont la respiration et donc les battements de cœur, nous avons aussi transmis le souffle. C'est-à-dire que si on souffle sur la coloquinte, le souffle est retransmis de l'autre côté également, par un petit ventilateur. Ça, c'est en fait un artiste bien connu du Japon, de la groupe Performance du Japon. Tosa-san. Oui, Tosa-san. Oui. Et c'était assez intéressant de travailler seulement avec les haptiques parce que si on n'utilise pas les choses visuelles et se concentre sur l'interaction haptique, ça fonctionne vraiment complètement différent. C'est assez privé, c'est presque un petit peu sensuel, érotique. Et c'était une expérience assez intéressante pour nous. Mais quand même, tu as fait une petite visualisation du cœur avec une petite lumière qui part. Oui, voilà, c'était juste pour rassurer que c'était vraiment les impulsions de son cœur, c'est qu'on peut vérifier vraiment que c'est son propre cœur qui bat. Donc j'ai une petite LED qui s'allume, juste pour vérifier que ça prend vraiment quelque chose. Parce qu'on ne peut pas le savoir sinon. Et on a rencontré Emmanuel dans cette occasion à Linz Ars Electronica il y a plus de 10 ans. Oui. Voilà, encore dans le domaine de l'invisibilité, donc c'était pour une exposition en Allemagne qui a voyagé beaucoup. C'était donc une sorte de rencontre entre art et science. Des artistes illustraient des propos scientifiques et les scientifiques aussi pouvaient faire des choses artistiques. Donc c'était une sorte de mélange et nous avons proposé donc de faire quelque chose sur les nanotechnologies. Les nanotechnologies parlent de l'invisibilité puisqu'on ne peut pas photographier les atomes. Donc là, on peut simplement les sentir. Et c'est ce que font beaucoup de scientifiques. En fait, ils voient la matière sous forme de sensation la plupart du temps et pas sous forme photographique. Donc là, ici, on a 4 tables qui sont connectées les unes aux autres et chaque personne a une petite, deux aimants. En fait, 2 aimants permanents qui sont assez puissants sur une sorte de bague. Donc, on la tient dans la main. Et sous la table se trouve un énorme électroaimant, par contre. Enfin, il y en a 4, qui est contrôlé en fonction de la position de ces aimants. Donc, quand on balade sa main sur sa surface, sur cette table, on va avoir sa main manipulée par l'électroaimant dessous. Alors, c'est un petit peu long peut-être pour expliquer comment ça fonctionne, mais on a fait une sorte de simulateur qui permet en fait de mesurer, donc ce sont des atomes, de mesurer les forces qui sont en jeu lorsqu'on balade sa main. Donc sa main, c'est un atome. Ici, il y a 4 atomes, il y a 4 personnes qui interagissent.
Et en baladant sa main sur l'ensemble de ce simulateur, en fait, on perturbe complètement le simulateur et on ressent toutes les forces qui sont en jeu. Donc des fois, on a l'impression d'avoir une sorte de forme sous la main, mais cette forme, on la déforme en même temps. C'est le principe de la physique quantique, c'est que lorsqu'on observe quelque chose, en fait, on le modifie. Donc on ne peut jamais savoir ce que c'est quand on ne l'observe pas. Et on a décidé ici aussi de vraiment effacer l'image complètement, pas montrer la simulation des atomes, mais seulement faire ça avec l'interaction haptique. Et ça donne vraiment une autre impression si tu fais des choses seulement haptiques. C'est assez abstrait et aussi une sorte de sculpture invisible, une sculpture qu'on peut seulement toucher mais pas voir. Nous avons continué un petit peu à explorer d'autres domaines de représentation. En fait, là, c'était dans les années 2000. Donc les premiers moteurs de recherche pour les images commençaient à exister. Et nous les avons un petit peu réexploités. C'est-à-dire que toutes ces données, toutes ces informations étaient présentes sur Internet. Donc il suffisait de demander, en fait, au moteur de recherche un mot-clé, comme vous le savez, et d'obtenir tout un tas d'images correspondantes. Donc là, nous avons lié cette interaction à un écran qui se trouve un peu comme une sorte de fenêtre de train. Et les participants peuvent parler, ils ont un micro chacun, et en parlant, en fait, un système de capture vocale permet de traduire cette information en mots-clés. Et ces mots-clés sont immédiatement cherchés sur Internet. Donc une conversation normale fait qu'on commence à avoir des images qui parlent de cette conversation. Et là, donc l'interaction est assez complexe. On a d'un côté le graphisme. On a aussi fabriqué nous-mêmes un écran tactile pour 2 personnes, puisque les écrans tactiles de l'époque n'avaient toujours qu'une personne et c'était impossible à faire autrement. Donc il a fallu en fabriquer un nous-mêmes. Il a fallu aussi fabriquer une sorte de protocole pour chercher des images. Bon, c'était un protocole un peu fabriqué par nous-mêmes, mais on a réussi quand même à avoir un débit assez important d'images. Et puis, l'ensemble permettait de faire une sorte de navigation assez naturelle dans un espace qui est immense, qui est celui de l'Internet. Donc ici, on a la façon dont on obtient la position des mains. Et à ce moment-là, je me suis demandé comment on peut interagir avec l'image. Et l'idée du train, des images qui passent, qui défilent, s'est présentée. Et j'ai donc lié l'interaction avec la main. C'est-à-dire qu'on passe sa main sur l'écran et on fait défiler les images. Maintenant, tout le monde connaît ce genre de choses, puisque tous les téléphones sont équipés de cette idée de... On balade son doigt et les images bougent. Là, c'était déjà ici. Donc, en fait, on a une composition d'images qui est presque infinie. C'est des images qui sont mises comme une sorte de paysage, en fait. C'est-à-dire que les images qui sont grosses ici et petites derrière sont en perspective. C'est en fait une sorte de 2D et demi. Ce n'est pas en 3D vraiment, parce que ce sont des images plates, mais elles sont disposées dans une sorte de paysage. Donc lorsqu'on parle, des images défilent de ce côté pour la personne ici, et de l'autre côté pour la personne qui parle ici. Voilà, donc on a continué à explorer un petit peu cette idée en augmentant encore la surface d'interaction. C'est-à-dire qu'ici, on a 4 écrans géants qui sont interactifs. Oui, je cherchais le mot plutôt, tactile. C'est-à-dire qu'il détecte la position des mains sur 4 mètres sur 3. Donc c'est un système de caméra que nous avons fabriqué.
qui permet vraiment de la saisie d'informations sur une très très grande surface. Et là, de la même façon, nous avons capturé aussi ce que dit le public dans la salle. Et ici, on voit 2 écrans. Et donc, ça produit des petites icônes qui marquent, en fait, qui indiquent les mots clés. Et quand on touche ces icônes, c'est plus facile avec la vidéo, on génère en fait toutes les images qui sont par rapport à ce mot-clé. Et c'est en fait des travaux qu'on a fait avec des chercheurs comme Roberto Lopez Caliva dans le centre de recherche ETH à Kyoto. C'était des projets assez complexes et on a aussi écrit quelques articles dessus. C'était plutôt une recherche scientifique mais aussi artistique. Et on a aussi utilisé tous les corps. En fait, on peut utiliser même les genoux et aussi tous les corps pour interagir avec cet espace qui est en fait infini parce que quand on parle dans cet espace, il y a toujours des mots-clés qui apparaissent sur l'écran et on peut interagir avec et avoir des images similaires. Laurent a aussi fait une autre adaptation pour un système de cave. C'était en fait le même software, mais avec une différente façon de montrer en 3D. Voilà, donc on ne peut pas vraiment filmer le cave correctement puisqu'il faut avoir des lunettes en 3D, mais Christa est vraiment entourée d'images, c'est-à-dire qu'elle est dans une sorte de tube où elle voit toutes les images autour d'elle qui montent du sol jusqu'au plafond. Et on peut donc prendre certaines de ces images, parler et générer donc toutes les images qui vont venir à la suite. C'était assez joli, tu as fait une sorte de pince et on peut prendre les images dans l'espace comme ça et les placer, faire une sorte de sorting. Voilà. C'était assez intéressant comme idée. Et c'était aussi avec une interface de speech translation. Oui, reconnaissance vocale. Ça, c'est tout nouveau. Peut-être que tu veux écrire ça? On est dans le temps? Oui, ça va. On a encore 10 minutes. OK. Bien. Donc, j'essaie d'aller plus vite. C'est une pièce que nous avons faite en 2013 pour la Power Station of Art à Shanghai, qui était un énorme centre d'art contemporain. Et ils nous ont demandé de faire une nouvelle pièce. Donc, nous avons proposé Shanghai Express, qui reprend l'idée du train. Mais cette fois-ci, toutes les images à l'intérieur sont générées en temps réel. L'idée, c'était de faire que l'interaction soit perçue comme quelque chose de continu, mais en fait, ou comme une sorte de film. En fait, on se balade dans une ville, on voit la ville défiler comme si on était dans un train. Mais chaque image est vraiment créée au moment où on la voit. C'est-à-dire que les buildings sont fabriqués juste avant d'être montrés et détruits juste après qu'ils sont montrés. Donc quand on revient en arrière, ce n'est pas les mêmes bâtiments qui reviennent. Donc la ville, en fait, on voyage dans le présent. En fait, c'est simplement ça l'idée, c'était que passé et futur sont fabriqués dans le présent. C'est l'idée même de l'interaction. L'interaction se passe dans le présent et décide de beaucoup de choses. Donc l'idée, c'était vraiment de faire que cette perception soit vue de cette façon. Et de la même façon, là, on peut accélérer les images qui défilent en se baladant sa main sur l'écran. On peut voir peut-être. Ici, les buildings ont été fabriqués à partir d'une base assez simple. Donc, ça, ce sont les bases des buildings. Ça peut être un rectangle, un triangle ou des formes un petit peu plus complexes. Et puis, on les fait pousser. Donc, en fait, on les fait pousser en hauteur. Et on peut les déformer. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment des choses qui n'existent pas, mais aussi qui peuvent rappeler vraiment une ville que l'on peut voir. Quand on voit Shanghai, on voit tout de suite l'énorme variété de buildings là-bas. C'est assez impressionnant. Et donc, on peut après combiner tout ça et fabriquer de nouvelles structures. Donc, la façon dont c'est présenté à l'écran, c'est toujours dans la nuit. Donc, j'ai en fait juste des fenêtres, on ne voit pas vraiment le bâtiment. Donc la personne est assise ici, il y a une projection derrière, il y a une caméra qui regarde la position des mains. On voit des gens interagir. Je vous montre un petit peu le film. On peut couper la lumière complètement parce que la vidéo est assez sombre. Est-ce qu'on peut couper la lumière en bas?
Oui, comme ça. Alors, on voit mieux, ouais. Christa est sur le Ouais, coin de l'écran. je suis ici, mais c'est très- Alors, on peut décider d'arrêter complètement le défilement ou le faire repartir dans l'autre sens. La ville est infinie, en fait. L'interaction elle-même décide de ce qui va arriver dans l'écran. C'est-à-dire que la position des mains sur l'écran, la vitesse de défilement va influencer en fait ce qui va arriver. Donc les bâtiments sont éventuellement plus petits. Il y a des lumières, la structure change en fait vraiment radicalement des fois. Mais c'est pas très direct. On ne peut pas dire je veux avoir un bâtiment très haut. C'est plutôt en fait indirect. La façon qu'on touche l'écran décide ce qu'on va voir après. Mais c'est un peu aléatoire en même temps Oui. aussi. Quelques œuvres. Oui, donc la vie artificielle, on a repris un petit peu l'idée en 2006, mais en l'attachant à quelque chose d'ancien, c'est-à-dire une vieille machine à écrire. Et cette vieille machine à écrire fonctionne comme une vraie machine à écrire, c'est-à-dire qu'on écrit dessus normalement. Sur le papier, on a une projection, et sur cette projection, on voit ce qu'on a écrit. Donc ça ne change pas grand-chose à la fonctionnalité de cette machine, sauf que ce qui est écrit est généré par l'ordinateur. Et il y a une synchronisation entre le chariot et l'image générée par l'ordinateur. Donc on a l'impression vraiment que les caractères sont sur le papier. Je vais passer le film, peut-être ce sera plus facile à décrire. Donc quand on entre un mot, une phrase, son nom, ce qu'on veut, on fait tourner le chariot pour faire entrer le mot. Et ce mot se transforme en une sorte d'araignée, en fait, une sorte d'insecte, et dont la construction va dépendre de ce qu'on a écrit. Donc chaque insecte correspond vraiment à un mot, parce que c'est l'agencement des lettres dans ce mot qui va décider combien il y a de pattes, quelle grosseur, la façon dont ça bouge. Et on les laisse sur le papier. Et la seule chose qu'elle cherche à faire, c'est d'attraper les nouvelles lettres qui rentrent dans la machine, de les avaler et de se reproduire avec une autre créature. Donc il y a un mélange. Donc chaque petite araignée contient donc le mot ou la phrase. Et quand elle se reproduit, en fait, on mélange les lettres, on obtient une autre créature qui, elle, hérite donc de la génétique de ses parents. Donc, si ce sont des créatures qui arrivent à bouger pas mal, les générations suivantes peuvent éventuellement faire encore mieux. Donc, on a un système évolutif qui va s'adapter de plus en plus à l'espace de cette feuille. Les créatures ne peuvent pas sortir de la feuille, mais par contre, on peut s'en débarrasser, on peut les faire re-rentrer dans la machine si on force un petit peu. Bon, voilà, alors ça je passe la parole. Parce que oui, en j'allume fait, quelque chose. maintenant on va faire une petite démonstration interactive. Tu peux montrer cette œuvre qui s'appelle Escape. Ça fait 2 ans, on a développé pour un centre d'art en Suisse. Et en fait, comme on voit ici, c'est une vieille machine antique, un projecteur de film, et aussi un vieil écran qui est là-bas. Et si on tourne le manivelle de cette machine, on va voir quelque chose qui se passe sur l'écran. Et en fait, c'est un petit peu dans notre œuvre Media Archaeology. Peut-être vous connaissez, c'est Erkki Huutomo, un écrivain de art numérique qui écrit sur des vieilles machines qui sont obsolètes, et aussi leur vie qui peut être capturée. On a essayé de faire ça avec une machine à écrire et aussi avec un projecteur de film antique et aussi après avec une lanterne magique. Peut-être Laurent, tu veux? Oui, est-ce qu'on peut fermer la lumière? Merci. Et montrer la machine avec la caméra si c'est possible. Ah, ok. Peut-être on a besoin un petit peu de lumière, s'il vous plaît. Oui. Sur la machine là-bas, si c'est possible. Montrez Laurent quand il manipule. Tu veux expliquer, Laurent? Tu veux expliquer? Ok. Il faut que je tienne la machine. Donc là, j'ai une mouche qui va, j'espère, se fixer quelque part. Voilà.
dès qu'elle a trouvé quelque chose, d'autres mouches viennent. Alors c'est pas un film, hein, c'est juste généré maintenant sur le moment. Et donc l'ensemble de ces mouches va se fixer sur l'écran à un moment donné, en trouvant quelque chose, un peu au hasard. Et donc là, ce qu'on a, c'est le début du chapitre de la Métamorphose de Franz Kafka. Juste retour des choses. Donc dès que je reprends en fait la manivelle, je vois la page suivante s'afficher. C'est en anglais. C'est un peu un hommage au cinéma et à la littérature, mais donc on peut lire tout l'ensemble du livre comme ça. Ça prend un certain temps. Si on est patient. On est patient, comme des mouches. Voilà, vous pouvez essayer plus tard si vous voulez. Donc c'est le principe. On a aussi une autre démonstration interactive. Peut-être un peu, oui. On a une autre démonstration interactive qui s'appelle Excavate. C'est aussi fait pour les mêmes centres d'art en Suisse. Et c'était assez intéressant parce que les lieux, c'était une grotte. Et on a fait cette installation pour cette grotte par utilisant une lanterne magique qui est ici. Et Laurent a mis une portable dedans avec son software. Et en fait, la lanterne magique est utilisée comme un projecteur ancien, mais bien sûr avec des images plus modernes ou plus numériques. Et c'était intéressant parce que dans cette grotte, les murs étaient assez organiques et on a fait cette installation spécialement pour cette grotte parce que peut-être vous connaissez ça, de temps en temps, comme on est enfant, on voit des images, on voit des visages dans des structures, même s'il n'y a pas d'image. Et c'était un peu ça, cette idée de montrer des images de personnages sur une surface assez organique. Alors, c'est une vieille machine, il faut que je... Oui, en entendant, ici on voit, c'était en fait la madame qui a arrangé l'installation et on le voit dans la grotte et quand elle projetait sur le mur, au début on voit des images assez abstraites, mais de temps en temps ces images se regroupent et ça tourne dans des petites représentation des visages des enfants. On a pris ces images des enfants sur Internet et ça date, je crois, de la guerre. C'était toutes les images des enfants assez tristes, mais on ne sait pas exactement pourquoi ils sont si tristes ou pourquoi tout le monde est assez dépressif sur ces images. Mais ça donne vraiment une impression assez sombre et assez dramatique dans cette... Oui, tu peux faire la démonstration. La encore une fois. Oui, est-ce qu'on peut... oui, merci. Tu as besoin de microphone? Bon, et vous pouvez aussi essayer plus tard. Ah, c'est joli avec cet écran, en fait. C'est pas vrai vu. Attends. Bon, comme ça, c'est mieux. Et si on ne bouge pas, les visages vont se composer. Et si on bouge un petit peu, c'est effacé encore. Et il y a des autres images qui vont recommencer à se refaire. Mais ça fonctionne vraiment très bien avec une surface qui est moins plate que celle-ci. En fait, c'était intéressant pour nous parce que la lanterne magique, c'est le premier projecteur en fait, et c'est utilisé aussi pour des spectacles, pour vraiment faire le public croire à quelque chose de magique. Et il y a par exemple Erkki Huhtamo qui a écrit pas mal sur cette histoire de la lanterne magique et tout le showmanship et toute cette histoire de la réalité virtuelle en fait. De la première réalité virtuelle.
Si on a du temps, vous pouvez essayer ça aussi un peu plus tard. Peut-être Marie-Hélène, si tu veux l'utiliser. Mais on a encore quelques œuvres, pas beaucoup, 2 ou 3 en plus. En fait, ça c'est complètement nouveau. On a juste fini il y a quelques mois. C'était fait pour Hermès. Tu peux expliquer ça? Non. Oui, donc ici on part du principe de dessiner, un petit peu comme dans Evolve. C'est l'idée d'avoir vraiment une trace avec un vrai stylo et avec ce podium qui prend, avec une caméra qui prend les traces que les gens ont laissées sur le papier. On peut générer des petites créatures simplement en les dédoublant, en fait, en faisant une sorte de miroir de la forme. Je vais pouvoir les animer et les faire sortir de la page. Ainsi, on peut dessiner ou écrire comme on Voilà, on peut faire ce qu'on veut, un gribouillis, un trait suffit. La forme va être, de la même façon que dans Evolve, ce qu'on dessine va décider un petit peu de la façon dont ça va se déplacer. Donc on peut explorer ça. La feuille de papier descend et dégouline là, ici, et puis s'accumule en bas de la page, enfin en bas de la colonne. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc là, c'était disposé comme ça. C'était dans la boutique à Sèvres, boutique Hermès à Sèvres, Oui. dans le magasin principal. Et c'était en fait... Ah oui, mais peut-être tu expliques. Voilà, donc ici, on voit les formes qui sont dédoublées. Donc on en fait une moitié et l'ordinateur fait l'autre partie et la colle directement dessus. Les créatures qui sortent de la page, elles se retrouvent sur le mur en train de tourner en rond ici. Donc les plus vieilles disparaissent et les nouvelles les remplacent à un certain moment. Ici, on voit un autre... c'est un film, hein? Oui, c'était à Düsseldorf. Tu as montré ça dans plusieurs boutiques de Voilà. Hermès. Donc ça repart du même principe. Là, on voit mieux la personne qui est en train de dessiner. Voilà. Donc les formes sont encore faites d'une manière symétrique et ça leur permet de bouger. Donc ici, on en voit une qui descend. Ça, c'est pas dans la bonne direction. Je ne prends que celles qui sortent de la page. D'autres ne sont pas capables de bouger. Vraiment, elles avancent ou elles reculent ou elles descendent de la page. Donc seulement celles qui sont vraiment les plus dynamiques arrivent à sortir de la page, en fait, et se retrouver sur le mur. Ah, c'est une projection par-dessous aussi. Donc il y a un projecteur qui est dessous et il y a une caméra qui regarde. Donc c'est pas toujours facile parce qu'il a fallu séparer en fait l'image de la caméra de l'image de l'ordinateur. Et le plus difficile, c'était d'enlever la trace de la présence de la main des personnes, puisqu'on voit la trace du stylo. Mais en fait, j'ai dû éliminer le fait de poser sa main sur le papier, ce qui n'était pas une mince affaire. Ça, c'est dans une autre boutique de Hermès, à Tokyo cette fois? Ou tu as aussi fait la projection sur le mur? Oui, la projection, je la change en fonction de l'endroit où c'est montré, puisque ce sont des boutiques, la plupart du temps, il y a assez peu de place, donc j'ai essayé de faire un petit peu une sorte de mapping dans l'ensemble des expositions. Et il faut aussi dire que c'était fait pour le lancement d'une nouvelle stylo de luxe qui a été fait par Mac Newson, et le stylo s'appelle Nautilus. Et pour le lancement de ce produit de luxe, ils nous demandé de faire une installation interactive qui voyage maintenant. C'était à New York, à Shanghai, à Tokyo, et à Düsseldorf et à Paris, bien sûr. Et le dernier œuvre, tu veux le montrer? Peut-être Oui. tu veux le faire? Non, toi. Moi? Bon. Oui. Ok. Donc cette installation est visible maintenant en fait à Montreuil, grâce à Dominique Moulon qui est ici présent. Merci de cette invitation. Donc nous avons équipé une peinture que nous avons achetée dans une salle des ventes un jour particulier où on a décidé de le faire, et on l'a équipé en fait d'une imprimante qui marque le prix de l'œuvre. Nous avons aussi un petit capteur devant qui permet de savoir si une personne est présente devant l'œuvre, et à chaque fois qu'elle passe plus de 5 secondes, en fait, une nouvelle ligne est imprimée du nouveau prix. Donc le prix augmente progressivement. Donc on a 1 euro pour 10 secondes, ce qui est quand même pas mal.
Mais en fait, ce qui correspond à peu près au temps que les gens passent devant une peinture dans un musée. Enfin, on passe entre 5 et 10 secondes, en fait, en moyenne, hein, évidemment, devant chaque œuvre. Donc, si on reste plus longtemps, évidemment, on fait monter les enchères. Le papier se dévide au pied de la peinture. Donc, plus le tas est grand, plus on voit que le public a interagi avec l'œuvre. C'était donc une sorte d'idée de montrer une sorte de façon absurde, en même temps, le prix de l'art, en fait. Donc, pour l'art, on a pris une peinture, c'était un peu un cliché, mais en même temps, c'était aussi une réflexion sur l'importance que l'on porte pour l'interaction avec le public, puisque c'est le public qui apporte la valeur, pour nous en tout cas, à l'œuvre. Puisque nous développons des œuvres qui ont toujours besoin du public, et du coup on est dépendant un petit peu de cette valeur et de cet intérêt que les gens ont pour ces œuvres. Donc là on a fait un petit peu ça pour montrer ce côté-là. Et en fait, on a eu plutôt une réaction positive sur la façon dont les gens interagissent avec. Au début, c'est un peu surprenant, évidemment. Et puis, on se pose des questions et on commence à regarder ce que fait l'imprimante. Et on comprend assez rapidement, en fait, que c'est sa propre présence qui fait monter les prix. Et en fait, si vous voulez, j'ai quelques informations sur cette exposition aux maisons populaires à Montreuil, si quelqu'un veut le prendre. Et merci encore à Dominique Moulon. Oui, je crois on a fini ici. Tu as encore les vidéos qui montent en fait juste une petite séquence, mais on a montré assez souvent. Ça a commencé avec les prix de 2 000 € et maintenant ça a augmenté jusqu'à 26 000 €. Ça veut dire on a vraiment montré beaucoup et beaucoup de monde a regardé cette œuvre. Oui, on a des temps pour les questions. Non, mais il reste stable. Oui, on a pensé ça aussi, peut-être faire une version où les prix baissent. Oui, mais ça déviderait beaucoup de papier. Parce qu'il faudrait à chaque fois écrire le nouveau prix, même quand personne n'interagit. Mais en fait, oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui. En fait, c'est inspiré un petit peu aussi d'un livre d'un monsieur autrichien qui s'appelle Frank, qui a écrit sur l'attention économie de l'attention. Parce que maintenant, on vit dans l'économie de l'attention. Par exemple, Paris Hilton ou les gens comme ça, ils sont juste connus parce qu'ils ont connu. Parce que tout le monde le regarde, ils sont connus. Mais en fait, ils ne font pas grand-chose. Et aussi avec Facebook et tout ça, avec les like it, les links et tout ça, c'est souvent en fait cette idée de c'est plus de l'argent, c'est plutôt l'attention de l'autre qui compte plus que l'argent maintenant. Enfin, la publicité fonctionne de cette cette façon. Publicité, bien sûr. Et ça, c'est une sorte de commentaire sur cette économie de l'attention, mais aussi sur la création de valeurs dans l'art contemporain. Par exemple, Damien Hirst ou les gens comme ça. Oui. Regarde de dos aussi. Je crois que ça Oui, de dos, c'est bon aussi. On est présent. Oui, je crois qu'on a fini ici. On a quelques livres ici, mais je ne sais pas si on a assez du temps. On a fait un livre il y a quelques années sur notre œuvre, si quelqu'un veut les regarder. Aussi, un autre livre dans notre département, Interface Cultures. C'est une collection de présentations de différents chercheurs dans notre département. Et aussi, on le voit ici, je le mets ici. Et bien sûr sur art et sciences, si vous avez du temps, n'hésitez pas de le prendre et regarder. S'il y a le temps pour les questions, je ne sais pas, quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes maximum, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Donc l'installation que vous avez fait à Shanghai, si on fait défiler dans un sens et puis dans l'autre, du coup les immeubles se recréent et sont différents. Oui. On ne voit pas ceux qu'on a déjà vus avant. Pas dans l'image elle-même, mais juste avant. C'est-à-dire qu'ils sont créés juste avant qu'ils apparaissent. Ouais, et donc ceux qui disparaissent, je les élimine complètement aussi. Donc il n'y a rien, il n'y a aucune trace qui reste de ces bâtiments, mais c'est simplement que c'est fait vraiment au moment où juste avant le passage en fait à l'écran. Okay. Et le reste, leur durée de vie est juste l'écran en fait. D'accord. Et sinon, comment vous avez fait techniquement pour utiliser les plantes comme capteurs? Pour les plantes? Oui. Alors pour les plantes, oui, il a fallu fabriquer une sorte d'amplificateur qui est très 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 sensible. C'est un amplificateur en fait qui prend les informations de la plante, mais cette fois-ci on n'a pas pris que la plante, on a pris la plante et son environnement. Il y a plusieurs méthodes pour prendre des informations des plantes. On peut prendre des informations des cellules des plantes. Là, on l'isole complètement de son environnement. On prend que les cellules. Ou alors, on prend l'activité de la plante plus tout le reste. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a pris tout l'ensemble. Donc, il y a de l'électricité générée par la plante, puisque tout être vivant en crée. Il y a un champ autour. Nous, on en a encore plus parce qu'on a des vêtements, on est isolé du sol par nos chaussures, donc on a un champ électrique assez intense. On ne l'utilise pas, on ne le connaît pas. On le sait simplement quand des fois on a un peu d'électricité statique dans les doigts. Donc on a ce champ électrique qui est en fait une sorte de moyen de communication de la même façon. On peut savoir à peu près la proximité des choses. Donc il a fallu fabriquer quand même des filtres spéciaux et un amplificateur extrêmement sensible. D'accord, bah merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'intéresse à la façon dont vous fonctionnez tous les deux. C'est-à-dire, finalement, quelle est votre relation de travail, qui fait quoi, comment vous gérez l'aspect plus technique, créatif, même vis-à-vis des commandes, enfin voilà, comment ça fonctionne. Oui, on est une sorte d'artiste à deux têtes, mais en fait, tout ce que nous créons ensemble, nous décidons ensemble. Donc, on a bien sûr des idées, des façons de percevoir les choses un petit peu différentes, mais on s'accorde en général sur l'idée de départ, on en discute et on réalise au moment où on est d'accord tous les deux. Donc c'est pas toujours facile, hein, il faut toujours négocier des fois, changer ou abandonner quelque chose, tant pis. Mais oui, hein. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne et on a décidé que ça serait comme ça quand on fait les choses ensemble. Mais après, au niveau réalisation, c'est un petit peu séparé. C'est-à-dire que mon côté technique, c'est moi qui réalise les œuvres. Et puis, Christa, tu fais aussi beaucoup d'autres publications, des choses comme ça, donc dans les livres, voilà, tu fais des articles. Donc, on a chacun un petit peu notre rôle, mais au niveau de la réalisation, voilà. En même temps, quand on réalise quelque chose, on le retravaille. Ce n'est pas juste une idée à exécuter. Donc, il y a tout un cheminement qui en sort, des discussions en plus, etc. Donc, pour que la pièce soit finie, il faut vraiment qu'on soit d'accord aussi. Il y a quelques pièces où j'ai fait un peu d'improvisation. Celle-ci et celle-là. Je les ai fait en une journée. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, je vais faire le programme maintenant, sur le moment, avec l'inspiration du moment. Donc on était en fait on était invité en tant qu'artiste resté en Suisse et j'avais construit déjà la machine avec tout ce qu'il fallait au niveau hardware, mais il n'y avait pas de software dedans. Et donc le contenu est venu dans la journée, comme ça. J'avais une journée pour le faire, cette pièce, et le jour d'après j'ai fait l'autre, et le jour d'après on l'exposait. Donc il a fallu vraiment se concentrer. Et des fois quand on fait ça, on a beaucoup d'énergie en fait. C'est risqué, évidemment, parce qu'on risque de se planter, mais en même temps, on est plus concentré sur le contenu, et des fois, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que développer un software peut prendre des mois, des fois, et c'est vraiment long. C'est un travail de longue haleine. Des fois, on perd un peu d'énergie dedans, et des fois, on peut se perdre même, donc, parce que le côté technologie peut être assez lourd. Donc, en essayant, j'ai fait de la musique improvisée, j'ai fait des choses de ce côté-là très aléatoires. J'ai fait aussi des films qui étaient juste montés au moment où je faisais. Donc, ça me rappelle un petit peu cette histoire. Et en même temps, je trouve que malheureusement, travailler avec des instruments qui sont aussi techniques, c'est difficile d'improviser, mais ce n'est pas impossible. On peut y arriver à un moment donné.
Donc pour ici, c'était un peu compliqué parce que j'avais jamais programmé sur un téléphone portable, mais c'est pas si difficile que ça finalement avec du Java. Et puis avec l'autre machine, c'est du C, donc ça c'était plus facile. Merci. Et est-ce que vous partez d'un point, comment dire, d'un thème d'étude en particulier qui va finir par devenir une œuvre, ou c'est plus la technique qui parfois vous donne directement une idée de scénario? Qu'est-ce qui guide plus les œuvres, la réflexion ou la pratique? C'est un peu des deux, mais bon. Non, en fait, c'est plutôt l'idée comment on dit, conceptuelle. C'est plutôt dans l'art conceptuel de dire on voudrait utiliser cette idée peut-être de art évolutif ou de la dernière œuvre, par exemple, avec l'économie de l'attention. Ça vient aussi un petit peu de notre cours. Pas cours, oui, mais aussi des cours qu'on donne dans l'université, parce que moi j'enseigne des cours de l'histoire de l'art interactif et tout ça, et j'ai beaucoup d'exemplaires et beaucoup d'influences, et ça donne aussi des idées conceptuelles pour faire quelque chose qui est une sorte de recherche artistique, qui est pratique, mais en même temps aide aussi d'évoluer cette idée de l'art interactif. Et je sais pas, oui. Et de donner des idées aux étudiants aussi. Aussi, oui. Merci Léo. Oui, de temps en temps, on a aussi des idées qui viennent des étudiants. Par exemple, ils proposent une idée assez géniale et on prend cette idée et on l'intègre aussi dans son travail. C'est aussi possible. Mais on essaie de ne pas trop influencer les étudiants parce qu'ils sont tous les artistes eux-mêmes, comme professeur dans une école d'art. Et c'est assez nécessaire de laisser leur style, développer leur style et leur façon de faire des choses. Chez nous, c'est un petit peu l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là. Oui, sur les 20 ans et plus pendant lesquels vous avez travaillé, est-ce que vous voyez se dessiner une ligne directrice ou des questions communes entre les différentes œuvres assez diverses en fait que vous avez réalisées? Oui, tant du point de vue technique qu'artistique en fait. Hein. Oui, je crois presque toutes les œuvres sont interactives. C'est vraiment la base. Et on est intéressé de vraiment... c'est pour ça que j'ai montré aussi cette petite introduction de l'art participatif. En fait, on est assez intéressé des statuts de l'audience qui peuvent interagir avec notre œuvre et donner vie à notre œuvre, mais aussi faire des créations eux-mêmes, mais pas seulement avec la vie artificielle, mais aussi peut-être dans d'autres façons, écrire quelque chose ou écrire un texte, faire des lettres, ou être présent, juste comme les dernières œuvres avec The Value of Art. Il faut juste être présent et ça donne déjà valeur aux œuvres. C'est un jeu avec la participation en fait. C'était ça la question? Oui. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment et littéralement fascinante. Hein. Mais de là aussi ma question, est-ce que vous vous considérez comme des artistes engagés, militants? Est-ce que vous considérez qu'il y a une dimension politique dans votre recherche, création? Oui, je crois que ça dépend aussi de la définition de la politique. Qu'est-ce que c'est l'art politique? Non, c'est certainement pas un art très agressif, mais en même temps, on essaie de vraiment aussi représenter quelques mouvements qui se présentent maintenant dans notre société. Par exemple, l'économie de l'attention et des choses comme ça, mais toujours transformé dans une sens artistique, pas seulement comme une illustration. Et je trouve ça c'est vraiment nécessaire comme artiste de pas seulement faire l'illustration de la science, mais vraiment donner une transformation. Mais ça peut être peut-être plus politique dans quelques artistes que chez nous, mais c'est pas exactement l'idée de faire seulement une art politique. Mais la participation, c'est toujours politique en fait. Mais
peut-être que tu peux répondre plus. Oui, sinon, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on peut encore essayer pour 5 minutes les 2 œuvres, si vous voulez. Et après, on doit vider l'espace assez bientôt. Merci.